Salut, c'est Lino et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous un sujet épineux et qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. Je vais parler aujourd'hui des vertus écologiques du libre-échange. Et oui, le libre-échange peut être bon pour le climat. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur un thread Twitter, un thread de l'excellent compte Cobra Effect. Hop là. Donc je vous invite vraiment à suivre ce compte. C'est une véritable mine de pépites, une mine d'informations sur l'économie et l'écologie. Et ce thread-là que vous voyez est lui-même un résumé d'un article qu'il a publié pour Le Point, que vous pouvez retrouver ici. Je mettrai en description de cette vidéo les différents liens pour que vous puissiez faire vos recherches vous-même. Apple. Et bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Bon, comme beaucoup, j'imagine que vous pensez que le libre-échange est mécaniquement anti-écologique. En effet, comment des produits importés de l'autre bout de la Terre pourraient-ils être plus vertueux d'un point de vue écologique que des produits issus d'un circuit court? Simplement poser la question semble même absurde. Et pourtant, comme vous allez voir, c'est loin d'être aussi simple que cela. Pour illustrer cela, Cobra Effect va prendre l'exemple du marché de l'agneau. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, je vais me baser sur cet exemple aussi. Cet exemple n'est pas anodin car il répond à l'actualité et notamment avec l'accord de libre-échange qui est en train d'être établi entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Celui-ci porte notamment sur les échanges agricoles et les échanges de viande, a fortiori. Ce qui est absolument excellent avec le travail de Cobra Effect, c'est le fait qu'il trouve toujours des statistiques très éclairantes et de très grande qualité pour étayer ses propos. Là, regardez, c'est appuyé notamment beaucoup sur ce rapport, mais il y en a plein d'autres qui sont cités, qui sont donnés tout au long de ce thread. Et donc, revenons à nos moutons, ou plutôt devrais-je dire à nos agneaux. Pour ce qui est du marché européen, attardons-nous sur le coût en CO2 du transport dans un premier temps. Et on va prendre deux exemples pour essayer de les étudier un petit peu en détail. On va prendre l'exemple d'un agneau sévillan qui serait vendu à Paris et on va essayer de le comparer à un agneau venu de Nouvelle-Zélande, on va prendre Wellington, et vendu à Rotterdam. Quel est celui qui va avoir le plus faible coût en CO2 selon vous? Eh bien, je vais vous surprendre, celui qui a le coût en CO2 le plus faible, c'est celui qui vient de Nouvelle-Zélande, de Wellington, et qui est vendu à Rotterdam. Donc, mais comment cela est-il possible, me direz-vous? Eh bien, comme le montre Cobra Effect, dans ce graphique-là, il faut tout d'abord prendre en compte le coût du CO2 par transport. On voit ici que le coût en camion, en transport lourd, est de 137 grammes de CO2 par tonne et par kilomètre, contre 7 pour les superconteneurs. Donc comme l'agneau sévillan, enfin andalou, qui part de Séville et qui va à Paris, utilise les transports lourds, il va émettre bien plus de CO2 par kilomètre que celui qui va partir par porte-conteneur. J'ai fait le petit calcul, je vous le montre très rapidement. La distance Séville-Paris est de 1824 km. Wellington-Rotterdam, 24 330. Il suffit tout simplement de multiplier les coûts. Et vous voyez qu'on obtient 250 kg de CO2 émis par tonne pour ce transport-là, contre 170 kg par tonne, 170 kg de CO2 par tonne émis, alors que vous voyez que la distance parcourue est absolument immense.
ce qui est intéressant de constater, c'est l'efficacité incroyable du système de porte-conteneurs d'un point de vue d'émission de CO2. Et c'est pas pour rien que les porte-conteneurs sont là actuellement, le système de porte-conteneurs est la base de la mondialisation. C'est le sous-bassement de tous les échanges mondiaux actuellement. Et au passage, c'est pour ça que c'est très inquiétant ce qui se passe au niveau du Yémen, où les Yéménites, quand les Houthis commencent à s'attaquer à ces porte-conteneurs. Ça pourrait être vraiment très 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 problématique pour l'Europe et les pays qui sont sur cette route-là. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais revenons au sujet. C'est donc bien celui qui provient de Nouvelle-Zélande qui a le transport, le coût de CO2 par transport le plus faible. Nous avons évoqué le transport, mais il faut bien se rendre compte d'une autre chose, c'est que le transport ne représente qu'une part infime du coût en CO2 de chaque agneau. Pour le coût en CO2 total de l'agneau, il faut aller sur une autre branche du trade et on se rend compte, ici, en ouvrant cette statistique-là, que quand on regarde ce diagramme qui représente le coût en CO2 du cycle de vie total d'un agneau, on se rend compte que la grande majorité du coût en CO2 provient de la ferme. Et que le transport, pour information, fait partie du post-processing. Le post-processing représente que 6,5%. Dans ce post-processing, le transport en lui-même, il faut ajouter, donc, représente 9%, mais il faut quand même aussi ajouter l'expédition et la réfrigération. Ce qui fait à peu près, si je ne me trompe pas, 43 plus 4, 47, ce qui fait 56%. Donc si vous voulez avoir le vrai coût en CO2 de transport, c'est donc 56% de 6,5%, ce qui fait 3,6% du bilan d'émissions en CO2 de l'année. Donc ça, c'est le coût que j'ai trouvé effectivement. Donc, vous voyez que le transport, là, on s'est attardé sur cette première partie pour montrer que le transport en soi n'était pas forcément déterminant pour le coût en CO2 de l'agneau. Ce qui est vraiment déterminant, c'est le coût à la ferme. Et justement, CobraFX nous donne le coût à la ferme. Bon, encore une fois, je vous laisserai regarder les chiffres et les statistiques. Le coût à la ferme entre un élevage français et un élevage néo-zélandais, l'écart est énorme. C'est quasiment entre 40-50% de CO2 en moins émis par les élevages néo-zélandais parce qu'ils ont optimisé le processus d'une manière incroyable. Et donc, si vous additionnez le transport et surtout le coût en CO2 de l'agneau, il est absolument incontestable que l'agneau néo-zélandais sera moins émetteur en CO2 s'il est consommé à Rotterdam qu'un agneau sévillan consommé à Paris. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas tout dit. Il faut quand même faire attention avec cette réflexion parce que ce n'est pas tout à fait suffisant. Ça, c'est suffisant pour montrer que le libre-échange n'est pas en soi négatif pour le CO2. Ça va dépendre du contexte. C'est ça qui va être très important. Et donc, faire du libre-échange avec des zones économiques ayant de très bons rapports d'émissions de CO2 par unité de production, ça a des chances d'être rentable d'un point de vue strictement écologique, étant donné que le coût en CO2 du transport est absolument marginal. Ce qu'il faut regarder, c'est le coût en CO2 par production. C'est ça qui est le plus important, étant donné que le coût de transport est tellement bas d'un point de vue écologique. C'est pourquoi cet accord de libre-échange entre la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne est probablement vertueux d'un point de vue écologique. Et cela serait probablement pas la même chose avec des zones ayant
des coûts de CO2 par unité de production très mauvais, comme des pays d'Afrique ou des pays d'Asie par exemple. Malgré tout, il faut vérifier cela au cas par cas, marché par marché, tout comme nous venons de le faire avec l'agneau. Et peut-être que dans un accord de libre-échange global, il va y avoir certains éléments qui vont être vertueux d'un point de vue écologique et d'autres qui le seront un peu moins. Et si vous voulez juger la totalité de l'accord de libre-échange, il faudrait faire la balance entre tous les positifs et tous les négatifs. Je voudrais préciser que le but de ces vidéos n'est absolument pas de dénigrer le localisme et les circuits courts. Ceci peut effectivement être vertueux d'un point de vue écologique. Cela dépend du contexte comme nous venons de le montrer. C'est la même chose pour des produits échangés à l'autre bout de la Terre ou des produits échangés en circuit plus court. Ça va dépendre beaucoup de la production. Mais au-delà de ça, le localisme peut avoir des vertus autres que l'écologie qui peuvent en elles-mêmes mériter de s'orienter vers des solutions plus locales. Je pense par exemple au fait pour un pays ou une région de conserver une certaine indépendance, une certaine autonomie qui peuvent lui donner une résilience plus grande. On l'a vu par exemple pour le Covid. On s'est rendu compte à un moment donné que toute la production de certains médicaments stratégiques était totalement délocalisée en Asie. Là, ça peut poser un certain nombre de problèmes et des solutions locales peuvent être pertinentes dans ce cas-là aussi. Et aussi, ça peut être pertinent si le pays a une volonté de conserver, de sauvegarder un patrimoine industriel, artisanal ou humain. Il peut aussi également y avoir des vertus écologiques indirectes comme la préservation des paysages et des équilibres locaux. Vraiment, ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo, c'est casser les idées reçues et d'en partie réhabiliter le libre-échange et de tordre le cou à une certaine vision manichéenne de ces enjeux qui, comme je viens de vous le montrer à travers l'excellent travail de Cobra Effect, ces questions sont bien plus subtiles et bien moins caricaturales qu'il n'y paraît et que certains écologistes, notamment de gauche, veulent présenter. D'ailleurs, à ces écologistes, ces personnes qui vont critiquer systématiquement le libre-échange d'un point de vue écologique, n'hésitez pas à leur montrer cette vidéo et surtout à les orienter vers le travail de Cobra Effect. Voilà, donc n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo, à échanger aussi dans les commentaires. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours sur des sujets aussi importants. Voilà, et je vous dis à très bientôt.